il est des trésors disparus à jamais, et d'autres qui refont surface, tel le trésor de Belitung. Jadis englouti dans une passe quelque part dans la mer de Java, il trône aujourd'hui en pleine lumière au cœur du musée des civilisations asiatiques de Singapour. Présenté dans une scénographie qui évoque les vagues, tour à tour bienveillantes et impétueuses sur lesquelles il a navigué, le trésor de Belitung révèle au public des richesses insoupçonnées. Mais aussi la grande histoire des routes de la soie, une aventure humaine pleine de merveilles et de périls. Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Mer de Java, 842 après Jésus-Christ. Il semble à Ahmad que s'il étendait un peu les bras, il pourrait presque toucher les côtes de Bangka et Belitung, les deux îles entre lesquelles il vient d'engager son navire. Le boutre arabe dont il tient la barre est entré dans le détroit de Gaspard, un mince passage aux eaux turquoises qui aurait tout du paradis s'il n'était pas parsemé de périlleux récifs. Ce détroit est une étape clé sur la route maritime de la soie, celle qui doit ramener Ahmad chez lui à Mascate dans le golfe d'Oman. Soudain, le jeune capitaine tressaille. Un sombre pressentiment l'étreint. Comme les marins grecs effrayés à l'idée de tomber de Charybde en Scylla, les deux monstres dévoreurs de navigateurs imprudents. Ahmad a peur. Peut-être a-t-il eu tort de se risquer ainsi sur l'océan. Mais son oncle, qui a affrété le navire, compte sur lui pour rentrer à bon port. Car Ahmad transporte à son bord un fabuleux trésor. Une cargaison exceptionnelle qui l'achemine depuis Chang'an, la capitale chinoise de l'empire des Tang, jusqu'à sa chère Mascate. Tout à coup, le ciel a viré au gris ardoise. L'eau s'abat brutalement des nuages en crépitant sur le pont. La houle se forme. Une tempête. Ahmad s'agrippe à la barre. Son trésor et lui sont à présent entre Charybde et Scylla. Alors, assez récemment, en 1998, une découverte absolument fabuleuse va être produite par des pêcheurs au large de l'île indonésienne de Belitung. Léonard Puy, docteur en histoire de l'art et responsable contenu et transmission à l'École des Arts Joailliers. En fait, ils vont découvrir une épave de vaisseau, d'un bateau qui contenait plus de 60 000 pièces de céramique chinoise, des céramiques de l'époque Tang, la fameuse céramique blanche et bleue, mais également de la vaisselle en or, en argent, des objets en bronze, un contenu absolument extraordinaire qui va considérablement enrichir notre connaissance et de la région et de cette période. À bord du boutre, la tempête fait rage. Les bourrasques malmènent la grande voile carrée qui danse en tous sens comme possédée. Il lui semble qu'un djinn, un mauvais génie, s'est fâché quelque part dans les nuées. Des vagues assassines hérissées d'écume et tourbillonnantes frappent la coque de toutes parts, telles des squales cherchant à avaler vivant Ahmad et son équipage. Le marin sent ses mains glisser sur la barre détrempée. Il resserre désespérément sa prise. Il doit absolument sauver son navire, sa vie et sa précieuse cargaison. Car cette cargaison signifie tout pour lui. Pas seulement la richesse qu'elle conférera à sa famille, mais aussi la reconnaissance.
rapporté à Mascate et Bagdad, ce faramineux trésor fera du jeune capitaine une personne importante. Ces objets sont si convoités par les riches marchands et plus encore par la cour du calife abbasside. À leurs yeux, Ahmad sera l'homme qui a dompté les 7 mers pour en rapporter les merveilles. Il sera l'égal de Sinbad. Alors peut-être, Oulaya consentira-t-elle à le regarder? Oulaya qui l'a ensorcelé du tendre et douloureux mal d'amour. Mais Ahmad n'est pas encore rentré au port, et le trésor n'est pas encore sauvé. Alors, il confie la barre à son valeureux second, et porté par les vents violents qui agitent le navire, et peut-être aussi par l'amour, il court et vole des cales à la poupe pour protéger ses richesses calfeutrées dans des jarres garnies de paille de riz. Nous sommes au IXe siècle et nous découvrons dans cette cargaison, dans un état de conservation absolument parfait, cette fameuse céramique blanche et bleue chinoise en très grande qualité et quantité. Bai He, historienne et professeure à l'École des Arts Joyers. Une production de luxe, donc, qui est accompagnée de quelques objets de vaisselle en or pur, qui ont beaucoup surpris les spécialistes, dans la mesure où nous n'avons pas le même degré de réalisation. Peut-être que ces objets étaient destinés à l'équipage du bateau, voire à la cabine du capitaine. Et peut-être était-ce la coupe en or du capitaine de ce vaisseau arabe. Le gouvernail vient de céder. Son second appelle Ahmad à l'aide, et leur navire se retrouve en travers pour affronter la houle. Un mât se brise et s'effondre, déchirant le pont. Ahmad le sent. Il le sait à présent. Son bateau va sombrer. Le trésor va être englouti. Pourtant, Ahmad ne faiblit pas. Il repense à ce vieux marchand indien rencontré en Chine, dans la cité cosmopolite de Chang'an. Le vieil homme lui avait raconté comment Bouddha enseigne aux marchands à être sans peur pour effrayer les forces mauvaises, et que la fin du monde, sa grande résorption qu'il nommait Samvata, serait suivie de sa recréation. Et soudain, alors que le navire prend l'eau de toutes parts, Ahmad aperçoit une côte à travers les nuées. Terre. Il secoue la tête. Son trésor va peut-être couler, sa renommée ne sera jamais celle de Sinbad le marin, mais son équipage et lui sont sauvés. Le jeune capitaine pourra revoir Bagdad et entendre la voix de la belle Oulaya aux paroles douces comme le miel parfumé de girofle. Ce qui est formidable avec cette collection, c'est qu'elle est tellement abondante, tellement exhaustive, tellement qualitative, qu'elle va poser les bases du musée des civilisations asiatiques de Singapour, proche de Belitung. On a déjà un socle, une collection tellement riche, qu'elle va suffire à la création de ce musée pour présenter, conserver ce trésor, le partager au public le plus large, près de 1200 ans après sa création. Elle nous permet de comprendre que la mondialisation n'est pas nouvelle. Il y avait déjà des routes maritimes de la soie qui venaient connecter la péninsule arabique avec la Chine, en passant par l'Indonésie, peut-être même avec le Japon comme point final, et tous ces pays qui se croisent dans des échanges de produits de luxe de très haute qualité entre l'Asie continentale, la Chine continentale, l'Asie du Sud-Est et la péninsule arabique. Ce qui est fantastique avec ce musée qui nous renseigne sur cette route maritime de la soie, c'est qu'il va réellement être pionnier dans la présentation de cette histoire de rencontre entre des peuples et des cultures. C'est un peu un musée-monde qui va partager une histoire commune, non seulement en Asie, mais aussi bien au-delà. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joyers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels, avec la participation de Léonard Pouy, docteur en histoire de l'art et responsable contenu et transmission à l'École des Arts Joyers,
et Bei He, historienne et professeure à l'École des Arts Joyers. Écrit par Martin Kenéen et Aram Kebabdjian, interprété par Pierre-François Garel et produit par Bababam.